Bienvenue au retour au débat, deuxième partie sur le discours de Barack Obama, discours devant le département d'État, devant les diplomates du département d'État, il faut le préciser, très attendu de Barack Obama, dans lequel il devait tirer les leçons des révolutions arabes et puis de tout ce qui est en train de se préparer au Proche-Orient et des effets possibles de ces révolutions justement sur le conflit israélo-palestinien. On en parle avec Hichem Ben Yaïch, rédacteur en chef du magazine New African, avec Mohamed Adraoui, chercheur enseignant à Sciences Po Paris, et Bertrand Badi, professeur de relations internationales à Sciences Po, ainsi qu'avec Walid Fares, qui est avec nous à Washington, que je salue, professeur à la National Defense University et conseiller auprès du Congrès américain. Bonsoir Walid. Je vous ferai intervenir parce que vous n'avez pas donné votre sentiment sur la partie révolutions arabes dans un instant, mais j'avais promis à mes invités de leur faire un topo avec eux sur le conflit israélo-palestinien. Voici, on attendait beaucoup de Barack Obama, avec la question au fond, est-ce que Barack Obama, certains le voulaient, a décidé au fond d'imposer ses conditions aux deux partenaires, c'est-à-dire israéliens et palestiniens, négociations dans l'impasse. Depuis des mois, on dit au fond, certains disent c'est aux Américains, certains des deux côtés d'ailleurs, disent c'est aux Américains d'intervenir pour au fond signifier la fin de la récréation, quoi. Voilà, dire maintenant c'est comme ça et pas autrement. Voici ce que dit Barack Obama. C'est bien sûr aux Israéliens et aux Palestiniens d'agir. Personne ne pourra leur imposer la paix, ni les États-Unis, ni qui que ce soit d'autre. Mais les délais sans fin ne feront pas simplement disparaître le problème. Or, ce que les États-Unis et la communauté internationale peuvent faire, c'est d'exprimer clairement ce que chacun sait. Une paix durable implique deux États côte à côte pour deux peuples. Israël, comme patrie du peuple juif, et un État palestinien pour le peuple palestinien. Deux États se reconnaissant mutuellement et vivant dans la paix. Alors voilà, Barack Obama qui dit c'est d'abord aux Israéliens et aux Palestiniens de se mettre d'accord. Au fond, donc ça n'avance pas. Et puis j'ai noté aussi, c'était pas dans cet extrait, c'est que très critique sur l'intention des Palestiniens de faire proclamer leur État palestinien à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Ça n'est pas avec des gestes symboliques qu'on fera avancer la paix. Et puis aussi, il reprend à son compte la vision israélienne de l'État palestinien, un État démilitarisé, dit-il. Bon, voilà. Donc, votre réaction, en gros, est-ce que Obama a fait bouger les lignes sur ce sujet? Alors, il faut d'abord répondre à une question préalable pour comprendre la situation. C'est est-ce que ce printemps arabe, ces révolutions arabes, ont changé la donne du conflit israélo-palestinien? Il y a quand même deux éléments de réponse positive et que probablement Barack Obama a en tête, qu'il ne peut pas ne pas avoir en tête. Premier élément, la disparition de ce que j'appellerais le verrou égyptien. Verrou, c'est le cas de le dire, puisque l'Égypte verrouillait Gaza et rendait possible un blocus qui, sans l'aide de Moubarak, était absolument en parenthèse, ils n'ont pas encore ouvert les portes. Hein. Ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais... Oui, enfin, il y a eu quand même une singulière avancée dans le discours d'abord et dans les pratiques aussi. Quand même, il y a un certain relâchement dans le verrou qui est notable. Le deuxième élément, la Nakba et la commémoration de celle-ci le 15 mai dernier, ça n'a pas été seulement une opération du régime bassiste, ça a été une mobilisation comme on en a rarement vu dans l'histoire de ce conflit et qui indique que manifestement la mobilisation en Tunisie, en Égypte, tous ces printemps arabes ont agit également sur le comportement des Palestiniens, sur leur façon d'être, de faire, d'agir. Et à la fois contre leurs propres dirigeants, les poussant à se réconcilier. Absolument. Et peut-être demain. Ceci étant d'ailleurs le premier résultat concret. C'est-à-dire que, bon, l'affaire n'est pas faite. On sait qu'il y a eu des tentatives de réconciliation entre le Fatah et Hamas qui n'ont pas abouti. Mais enfin là, il y a un processus relativement fort. Il a ça en tête. Bon. Mais qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence sur le rôle des Américains sur les négociations israélo-palestiniennes? Il a ça en tête et peut-être un peu plus. C'est-à-dire quand on voit comment les États-Unis et en tout premier lieu Barack Obama ont facilité
le départ de Moubarak l'ont poussé vers la porte. On peut se demander si dans l'esprit d'Obama, ce n'était pas une façon de sortir d'un immobilisme qui l'empêchait d'opérer d'une quelconque façon que ce soit dans ce conflit. Ce qui serait peut-être une version optimiste des choses, c'est-à-dire effectivement prendre le risque d'une redistribution des cartes de manière à rendre possible une autre politique. C'est-à-dire que pour la première fois, le statu quo n'est plus possible dans la région. Et ça, c'est quand même un élément très important. Sans le dire, accepter l'idée que la position d'Israël soit un peu plus affaiblie, peut-être que ce ne serait pas plus mal. Mais absolument, il y a en filigrane, il y a cette réalité-là. Avant que Obama fasse bouger les lignes, c'est maintenant la réalité qui fait en fait bouger les lignes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne géostratégique, géopolitique en tout cas, qui montre pour rejoindre M. Badi, on n'est plus dans le statu quo, c'est-à-dire qu'on est dans une autre logique. D'accord, je voudrais faire intervenir Walid Pharez parce que j'ai toujours peur que la liaison soit interrompue puisqu'il est là. Bonsoir Walid Pharez, puisque vous rentrez dans le débat par la problématique israélo-palestinienne, est-ce que vous avez noté une évolution dans le discours du président Obama ? Il faut d'abord regarder ce qui se passe dans le contexte politique interne américain. C'est très important, ça a une influence sur le texte, sur le discours et sur les objectifs de longue vue, de longue durée. Le président Obama a un congrès dont la majorité est plutôt plus pro-israélienne que moins pro-israélienne du congrès passé. Deuxièmement, la campagne électorale commence dans quelques mois. Il va être tout à fait délicat, il va marcher très lentement, mais en même temps éclairer quelles sont les politiques, non seulement pour les 2 années à venir, mais s'il va être réélu dans les 4 années ou les 6 années à venir. Donc, premièrement, il va mettre un peu plus de pression sur Israël dans le sens où il a clarifié qu'il doit y avoir des frontières tout à fait claires. Ça, compris en politique américaine, surtout en politique américaine juive et arabe, ça veut dire qu'Israël doit faire des concessions territoriales. Pardonnez-moi Walid, sur un point très important, voire crucial, la colonisation dans les territoires occupés, il n'a pas été très menaçant. Mais oui, il a dit quand même, il y a des retraits. Quand on dit retrait, et quand on dit aussi on va retourner au territoire de 67, mais en même temps il a dit retrait, c'est une façon indirecte. Il ne peut pas mettre beaucoup plus de pression que cela. Il a dit qu'en ce qui concerne Jérusalem, c'est très délicat, donc, parce que c'est explosif en fait. Il ne peut pas prendre une position très claire sur cette histoire-là. Mais en même temps, il a réaffirmé aussi la nécessité que les Palestiniens doivent avoir un État. Donc il me semble que rien vraiment n'a changé, sauf le ton. Le ton est très important, qu'il voudrait, s'il est réélu, parce qu'il n'a pas assez de temps l'année prochaine, mais s'il est réélu, d'être un peu plus fort dans ses pressions, soit sur les Israéliens, soit sur les Palestiniens. Donc un discours qui vaudrait pour dans un an. Mohamed Adraoui ? Alors, là, on a complètement quitté le domaine du discours pour entrer dans celui des faits, parce qu'il doit prendre des positions claires sur les frontières, les colonies, le statut de Jérusalem. Là, on voit très bien une chose que tout le monde sait, mais que très peu de personnes disent, c'est que le conflit israélo-palestinien est d'abord et avant tout un conflit américano-israélien, ou israélo-américain. On ne peut pas comprendre, par exemple, là, la mesure dont fait preuve Barack Obama si on ne sait pas que le 20 mai prochain, Netanyahou arrive aux États-Unis pour négocier. Demain. Oui, donc voilà. Et on sait qu'aujourd'hui. Il est dans l'avion même. Ouais, donc, en plus, je pense qu'il est au téléphone avec lui régulièrement. On sait que Benjamin Netanyahou a fait le discours dit de Bar-Ilan 2 ces derniers temps. Il a parlé de 7 conditions. Donc 7 conditions qui sont d'ailleurs pour la plupart contre le droit international. C'est aux Américains maintenant de faire bouger les lignes. La question de la colonisation sur laquelle s'est brisé les débuts de négociations au mois de septembre dernier entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, c'est d'abord le premier point. Mais à partir de là, après la question de la colonisation, il y a celle de Jérusalem, il y a la question de la démilitarisation, il y a les frontières, il y a encore beaucoup de choses. Donc s'il y a bien, là on entre dans l'objet le plus sensible et le plus symbolique entre les États-Unis et le reste du monde arabe. Alors, Mahmoud Abbas, ce soir, demande à la direction palestinienne une réunion d'urgence et appelle les Israéliens à saisir l'occasion historique pour la paix. Mais la position d'Abbas, c'est que pour l'instant, c'est pas la peine de reprendre les négociations dans ces conditions-là. Donc, parce qu'il n'y a rien pour l'instant. Voilà, mais alors qu'est-ce que ça veut dire cette réunion d'urgence ? C'est-à-dire qu'il serait prêt éventuellement à reprendre ?
Je pense qu'il fait de la politique parce que là, la stratégie qui est adoptée, c'est Mahmoud Abbas a en ligne de mire le mois de septembre prochain une éventuelle reconnaissance par l'Assemblée générale de l'ONU, comme vous le disiez, de son État palestinien. Obama est en train de dire poliment non, qu'il n'y aura pas il y aura certainement une opposition américaine de ce point de vue-là. La stratégie maintenant, elle est divergente du point de vue palestinien, puisque c'est la stratégie de la multilatéralisation du conflit, alors que les Israéliens veulent garder un cadre bilatéral américano-israélien et ensuite imposer les décisions ou le dictat, selon le point de vue qu'on adopte, aux Palestiniens. Donc là, les deux stratégies divergent. Alors, je voudrais demander à Walid Pharez sur la question, justement, puisque Obama a pris position très clairement sur cette initiative de septembre prochain. Est-ce que la position américaine peut attirer vers elle un certain nombre de pays européens, d'une part, et est-ce qu'elle peut, au total, faire échouer cette opération palestinienne ? Les calculs arithmétiques nous disent que si les Palestiniens vont à New York unifiés, ils peuvent obtenir une majorité pour la reconnaissance de l'État palestinien. Mais s'ils l'obtiennent de cette façon, les États-Unis ne voudront plus appuyer des relations économiques stratégiques avec ce gouvernement-là. Donc, oui, bien sûr, les Palestiniens peuvent le faire, mais ce qu'Obama est en train de dire, que avant d'aller vers l'ONU, essayons d'avoir un traité ou bien un avancement sur les relations ou les négociations entre Israël et les Palestiniens. Donc là, il donne un coup de main à Netanyahou qui arrive à Washington demain, hein. Il ne veut pas aliéner Netanyahou, c'est très clair. Les conditions politiques internes aux États-Unis ne peuvent permettre ni une aliénation avec Israël, ni une aliénation avec les Palestiniens. C'est pour ça que je pense que le ton était important, mais le contenu, ça n'a rien changé en fait. Oui, il faut peut-être rappeler un point de droit ou d'institution, c'est-à-dire que cette décision appartient au Conseil de sécurité. La reconnaissance de l'État palestinien et son admission aux Nations Unies doit au préalable obtenir un vote favorable au Conseil de sécurité. Vous savez qu'au Conseil de sécurité, 5 puissances disposent du droit de veto, les États-Unis disposent du droit de veto. Politiquement, les États-Unis, et même les États-Unis d'Obama, ne peuvent pas ne pas poser leur veto face à la candidature de la Palestine. Oui, mais ils peuvent avoir un vote symbolique à l'Assemblée générale. Alors, oui, mais c'est un vote symbolique. Vous savez que les décisions de l'Assemblée générale ne sont pas exécutoires. Oui. C'est-à-dire que personne n'est contraint de oui, mais ça va rappeler ce vote sur le partage de la Palestine de 47 qui c'est autre chose. C'est autre chose. En l'état actuel des choses, le grand problème auquel se trouve confronté Obama et la diplomatie américaine, c'est que si on va devant l'Assemblée générale des Nations Unies, les États-Unis seront clairement isolés. Et on va donc retrouver les vieux refrains néoconservateurs. Rien, personne, aucune institution n'est en droit d'imposer quoi que ce soit aux États-Unis. Seul le peuple américain, à travers ses représentants, décide de ce qu'est la politique étrangère américaine. Et donc, on va avoir à faire probablement une forte crispation de la diplomatie américaine qui va desservir Obama. C'est-à-dire qu'il va le banaliser, en faire un président des États-Unis comme les autres face au dossier israélo-palestinien, ce qui serait un échec considérable. Donc, l'homme est terriblement embarrassé. Il essaye d'aller le plus loin possible dans la rhétorique de la reconnaissance d'un État palestinien, puisqu'il parle des frontières de 67, ce qui est rare dans la bouche d'un président américain. Il n'aime pas employer ce terme parce que ça sous-entend que Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien. Parce que les frontières de 67 partagent la ville de Jérusalem. Walid Pharez a noté, moi ça ne m'a pas frappé qu'il y avait comment dirais-je, une espèce de bémol sur la question de Jérusalem. Ben, je crois que le mot n'a pas été prononcé. C'est ça que vous avez dit, Walid, il me semble. Oui, je pense que le retour aux frontières de 1967 veut dire beaucoup de choses, mais il peut faire une exception. Donc le retour à ces frontières, mais on fait une exception pour Jérusalem qui doit être négociée. Jérusalem n'est pas une partie nécessaire du retour aux frontières de 1967. Chacun pourra avoir son interprétation, effectivement. Un mot sur, puisque vous n'êtes pas intervenu tout à l'heure, Walid Pharez, sur les leçons tirées, disons, la cohérence qu'a essayé de donner Obama, disons, à la position américaine face à ces révolutions arabes, entre l'extrême de la Libye et puis à l'autre bout, Bahreïn, où il y a des intérêts américains et où on pousse timidement pour le dialogue.
Moi, je pense que le président Obama a essayé de montrer qu'il y aura deux succès, l'Égypte et la Tunisie, parce qu'ils ont adopté des moyens non violents pour leurs manifestations et donc ils vont effectivement organiser des élections législatives et puis présidentielles et ils seront appuyés par les États-Unis et aussi il va essayer de convaincre les Européens de faire de même. Ça, c'est un. Ce qu'il n'a pas ajouté, en fait, c'est le défi à l'intérieur des politiques en Égypte et en Tunisie et surtout les frères musulmans et les forces laïques. Là, il a dépassé le point parce que c'est un point de contention et de débat ici aux États-Unis. En ce qui concerne le Bahreïn, je pense qu'en fait, il a commencé par un préambule en disant que le Bahreïn, c'est notre allié, mais les Bahreïnis, le régime doit faire quelques concessions. Donc, on voit un peu qui est le principal et qui est le second dans cette équation. En ce qui concerne la Syrie, il a avancé un peu la position américaine, il a mis beaucoup plus de pression sur le président et sur le régime, mais il a quand même laissé une fenêtre, dans le sens Assad peut en fait diriger ces négociations ou ce dialogue, ce qui n'a pas été vraiment ce que beaucoup ici à Washington s'attendaient à écouter. Ils pensaient, la plupart des observateurs pensaient que M. Obama allait faire un appel direct au président Assad, ce qui n'a pas été le cas. Alors plus généralement, maintenant qu'on a parlé de ça et qu'on a parlé aussi de la question israélo-palestinienne, Bertrand Badi tout à l'heure disait on sent quand même que la superpuissance américaine, c'est très relatif aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis ? Le président Obama écoute beaucoup de conseillers et il y en a ceux qui lui disent qu'il faut complètement épouser la masse populaire et surtout les soulèvements qui se sont passés et d'autres advisors, d'autres conseillers qui lui disent mais il y a quand même la question de sécurité, la question de stabilité et la question aussi économique et tout cela. Donc ce que vous voyez maintenant c'est un cocktail. Il n'a pas tranché, il n'a pas tranché, il reste au milieu, hein, c'est ça. Il reste au milieu, mais il faut toujours ramener ça à la politique intérieure. Nous sommes déjà dans la campagne électorale. Il ne veut pas de faute politique. Il est en train de faire passer un message que si je suis réélu, il ne l'a pas dit, mais ça se comprend. Si je suis réélu, je vais être tough, je vais être fort, je vais faire beaucoup de choses. Mais il n'a pas passé le Rubicon. Alors ça, c'est ce que nous répète depuis le début Walid Pharez, c'est-à-dire un discours essentiellement au fond destiné à viser interne, un discours presque de politique intérieure américaine. Pas seulement, mais il y a des contraintes très très fortes aux États-Unis de politique intérieure, mais on le voit, et ça conditionne aussi son élection, sa réélection, et c'est pour ça qu'il est dans ce registre très prudent, mesurant ses mots, et puis il prend une sorte d'option sur l'avenir, mais sans se dévoiler. Et je pense que c'est une posture très très compliquée, en tout cas, mais bon, il s'affiche d'une certaine façon, en préemptant et en donnant une deuxième séquence à son discours inaugural sur ce qu'on appelle la nouvelle page entre les États-Unis et le monde arabe. L'autre question importante, c'est comment est-ce que ça peut être interprété ? Comment est-ce que Netanyahou, par exemple, va l'interpréter pour la partie israélo-palestinienne ? Comment est-ce que les manifestants des pays comme la Syrie, le Yémen vont interpréter ça ? Comme un soutien ? Comme une neutralité ? Ou est-ce que ça ne change rien ? Il faut aller jusqu'au bout de cette analyse. C'est-à-dire, l'équation d'Obama est très très particulière dans l'histoire politique américaine, puisqu'il est ultra minoritaire, y compris dans son camp. Et en même temps, il dispose d'une cote de popularité dans l'opinion qui le rend majoritaire. En quelque sorte, l'opinion porte l'image qu'il représente, le progrès qu'il incarne par rapport au néoconservatisme, la sympathie qu'il attire. Mais en même temps, les caciques du parti, le personnel politique américain, le personnel diplomatique américain, il faut quand même voir qui entoure Madame Clinton, n'est pas du tout sur les lignes qu'il incarne. Et donc, vous voulez dire qu'il est plus conservateur, qu'il est plus pour le statu quo au fond, pour la stabilité, pour le statu quo. Il est seul, il est isolé. Et effectivement, il doit composer, je crois qu'on est tous d'accord, il doit composer avec une opinion publique, mais surtout avec un parti démocrate, où la sensibilité qu'il représente n'est pas majoritaire. Et donc, on ne s'étonnera pas qu'il y ait une rhétorique qui séduise et une pratique qui viennent en quelque sorte routiniser un statu quo qui dure depuis des années. Un mot peut-être de Walid Pharez, qui, je rappelle, est conseiller auprès du Congrès américain. Les républicains, à votre avis, vont l'apprécier, ce discours ?
Je ne pense pas, premièrement, à cause de ce qui concerne les stipulations en ce qui concerne les relations palestino-israéliennes et la position américaine. Ce qui peut apparaître un peu complexe en Europe. Ici, comme vous le savez, bien sûr, les conservateurs veulent une position tout à fait claire, une position unilatérale d'appui à Israël, ce que Obama a fait. Mais quand il a commencé à parler de retrait, quand il a commencé à parler d'égalité entre Israël et les Palestiniens, ça ne va pas plaire aux plus conservateurs. D'autre part, il y a la question aussi de l'aide financière à l'Égypte, à la Tunisie et à d'autres partenaires potentiels. Je pense qu'il va y avoir des critiques en ce qui concerne aide libre, aide unilatérale ou bien aide conditionnée. Ils veulent savoir très bien qui va profiter de cette aide, qui sont les ONG, qui sont les responsables. Et surtout, je pense, dans les jours à venir, il va y avoir des communiqués en ce qui concerne le rôle des frères musulmans. Ça, c'est très important pour les conservateurs du Congrès. Oui, et puis il y a une vision aussi économique de la région. J'avais noté une phrase qui m'a beaucoup frappé, dit « Quand on enlève le pétrole, toute cette région exporte à peu près autant que la Suisse ». Donc là, non, mais il y a quand même une lucidité sur les problèmes économiques de cette région. Je vous assure que en visitant, en faisant ce séjour de 13 jours en Tunisie, mais on voit tout l'enjeu de ces révolutions s'il n'y a pas d'accompagnement économique massif. Si je pense que ça serait un désastre. Oui, Mohamed Adraoui. Il sera jugé lors de la prochaine élection d'abord et avant tout sur des questions économiques et sociales internes aux États-Unis, n'oublions pas. Donc les questions internationales sont très importantes bien évidemment, mais il sera jugé par le peuple américain sur ses capacités à faire redémarrer la machine économique. Maintenant, pour parler un peu plus de sa popularité au niveau mondial, on sait qu'il est très impopulaire, beaucoup plus impopulaire qu'il ne l'était au début de son mandat. C'est à peu près 10 à 11% dans tous les pays arabes. Le seul pays musulman où il est majoritairement populaire, c'est le pays d'origine de sa famille, l'Indonésie. Donc, bien évidemment, on revient à ce qu'on disait. Là, il s'agit d'un discours, mais ce qui est demandé de la part des opinions arabes et des populations arabes, c'est d'abord et avant tout des actes. Le comportement, quand même, dans la crise, dans la révolution égyptienne, ça n'a pas joué en sa faveur. Oui et non, mais vous savez que comme les peuples ne sont pas aussi stupides qu'on pourrait penser en haut lieu, les Américains, les jeunes notamment au niveau égyptien en veulent beaucoup aux Occidentaux et plus particulièrement aux Américains d'avoir soutenu le gouvernement de Hosni Moubarak depuis des décennies. On sait que Hillary Clinton a été expédiée par l'un des leaders de la révolution numérique, la révolution Facebook pour dire vite, qui a refusé de la prendre au téléphone pour lui reprocher, donc un jeune d'une vingtaine d'années, qui a refusé de la prendre au téléphone pour lui faire payer le fait que l'Amérique était aux côtés de Moubarak. Mais c'est un peu normal, puisque c'est une fierté que découvrent ces gens, puisque les révolutions sont nées là aussi, c'est un peu chaotique. On reparlera un jour de la Tunisie, si vous voulez, parce c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'étendre. C'est un peu chaotique. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On va retourner vers la newsroom parce que Paris Direct continue avec Pauline Godard. Dans quelques instants, vous allez me donner peut-être des nouvelles parce qu'on est dans l'attente d'une nouvelle